Le deuxième jour après mon mariage, avec mes vêtements trempés de sueur. Je suis resté figé sur la terrasse arrière. Entouré de 6 tables couvertes de vaisselle graisseuse et de restes de barbecue. La famille de mon nouveau mari, repue et satisfaite, était assise dans le salon climatisé en train de regarder la télévision. Au moment où j'ai franchi le seuil et où j'ai rassemblé le courage de demander à ma belle-sœur de m'aider à rincer une seule bassine de vaisselle. Un claquement assourdissant a retenti dans la pièce. Une gifle brutale a atterri directement sur ma joue, me faisant voir des étoiles. Ce n'était pas un inconnu qui m'avait frappé. La personne qui venait de lever la main et de me faire tomber sur le parquet était mon mari tout juste marié, avant même que notre lune de miel n'ait commencé. Il a serré les dents et m'a maudite, me traitant de femme paresseuse qui osait donner des ordres à sa précieuse petite sœur juste après avoir rejoint la famille. Que pensez-vous, chers spectateurs, de ce comportement scandaleux de la part d'un mari? Veuillez laisser vos commentaires et partager vos réflexions ci-dessous. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne Life Stories Network pour suivre le développement complet de l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Harper, j'ai 28 ans. Après avoir passé ma jeunesse à travailler sans relâche pour construire ma carrière, j'ai établi une position solide en tant que directrice régionale pour une entreprise du Fortune 500. Mais aux yeux de la génération précédente, peu importe à quel point la carrière d'une femme est brillante, le fait de ne pas s'être établi avec une famille reste une source d'inquiétude. Sous la pression de ma famille et de leurs exhortations incessantes, j'ai décidé de me marier avec Preston. Preston était directeur des ressources humaines. En apparence, il semblait toujours être un homme calme, érudit et incroyablement attentionné. Sa famille aussi affichait la façade d'un foyer hautement éduqué et traditionnel. Mais ce que je ne savais pas, c'est que toute cette gentillesse n'était qu'une pièce de théâtre élaborée. Et que ce faux rideau de velours a été déchiré. Dès le deuxième jour, j'ai endossé mon rôle de belle-fille. Ce matin-là, l'air chaud du début d'été à Atlanta était déjà étouffant. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, sortant du lit sur la pointe des pieds de peur de réveiller Preston. Les vêtements et les affaires dans notre chambre principale portaient encore une légère odeur de naphtaline et de lys. Je suis descendu les escaliers, l'estomac noué car je n'avais pas fait de repas correct depuis des jours à cause des préparatifs épuisants du mariage. Dès que j'ai atteint la cuisine, j'ai vu ma belle-mère, Eleanor, déjà assise à la table de la salle à manger. Elle portait un cardigan en cachemire bordeaux, ses cheveux étaient soigneusement coiffés. Et son visage affichait un sourire doux, mais ses yeux étaient tranchants comme un rasoir. Me scrutant de la tête aux pieds, je l'ai saluée. « Bonjour, Eleanor. Vous êtes levée tôt. » Eleanor a esquissé un léger sourire et a désigné la chaise en face d'elle. « Assieds-toi, Harper. J'ai quelque chose à te dire. Le mariage d'hier était trop bondé. Beaucoup de parents sont venus d'autres États et n'ont pas eu l'occasion de parler correctement avec la nouvelle mariée. Preston est mon fils aîné, et en tant que nouvelle femme de cette maison, tu dois savoir comment traiter notre famille élargie. Je prévois d'organiser un grand barbecue dans l'arrière-cour cet après-midi pour plus de 30 de nos tantes, oncles et cousins les plus proches. C'est pour te présenter officiellement et renforcer les liens familiaux. Qu'en penses-tu? En entendant parler d'un festin pour plus de 30 personnes, j'ai été légèrement stupéfaite. Ce n'était pas une petite fête. Mon corps me faisait encore mal à cause des journées chaotiques de préparation du mariage. Mais en pensant à mon devoir de nouvelle mariée, j'ai réprimé un soupir. J'ai souri et j'ai répondu « Oui. Madame. Laissez-moi vous aider à aller au supermarché et à préparer les légumes. Nous pourrions avoir besoin de demander à quelques fourmis de venir plus tôt pour nous aider à finir à temps. N'est-ce pas ?» Immédiatement, le sourire sur les lèvres d'Eleanor a disparu. Elle a changé de ton, adoptant une voix mielleuse mais autoritaire. « Oh, allons donc. Dans cette famille, la tradition a toujours été que les femmes de la maison s'occupent de la cuisine de leurs propres mains.
Mon arthrite s'est réveillée dernièrement, et rester debout trop longtemps me donne le vertige. Quant à Chloé, ta belle-sœur, elle vient de rentrer de son année de césure en Europe. Ses mains sont délicates et elle n'est pas habituée à la fumée et à la chaleur d'une cuisine. Aujourd'hui est ta chance de montrer tes compétences domestiques pour que les parents voient que Preston a bon goût en matière d'épouse. J'ai laissé un billet de $100 sur le réfrigérateur pour les courses. Tu te débrouilleras pour les tirer pour 30 personnes. Assure-toi qu'il y ait du porc effiloché, de la poitrine de bœuf, des grosses crevettes grillées. Et beaucoup de salade de pommes de terre et de coleslaw. Ne me fais pas honte. $100 pour un énorme barbecue pour 30 personnes. Mes oreilles bourdonnaient. Dans cette économie d'inflation galopante. Prendre $100 pour aller au magasin acheter un festin est impossible. Mais je ne voulais pas argumenter le deuxième jour dans la maison. Je suis restée silencieuse. Je suis montée à l'étage et j'ai pris $300 supplémentaires dans mon propre portefeuille. Puis je me suis précipitée vers le marché de gros. Pendant toute la matinée, j'ai tourné dans une cuisine exiguë de moins de 150 pieds carrés. Je coupais la poitrine de bœuf, j'épluchais des montagnes de pommes de terre. Je décortiquais les crevettes et je mélangeais d'énormes bassines de coleslaw. L'odeur de fruits de mer crus. Le lourd parfum de graisse de porc et la fumée épaisse du fumoir de l'arrière-cour me donnaient la nausée. Le t-shirt que je portais était trempé de sueur, collant étroitement à mon dos. Pendant ce temps, dans le salon à peine 10 pas plus loin, la télévision diffusait bruyamment une émission de divertissement. Preston et Chloé étaient confortablement installés sur le canapé en cuir moelleux. Chloé tenait un bol de raisin vert importé coûteux, mangeant et faisant défiler son téléphone, éclatant de temps en temps d'un rire aigu. Preston sirotait du thé glacé, les yeux rivés sur une rediffusion d'un match de football sur l'écran de 65 pouces. Absolument personne n'est entré dans la cuisine pour demander si j'avais besoin d'aide. Vers 10 heures, alors que je transpirais abondamment en tranchant la poitrine de bœuf, Chloé est entrée dans la cuisine portant une robe de soie légère. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, me scrutant. Tu cuisines plutôt lentement, non? Notre famille a l'habitude de manger exactement à midi. Tu ferais mieux de te dépêcher. Les parents arrivent bientôt. Oh, et j'ai vu les crevettes que tu as achetées. Elles sont minuscules. Nous avons l'habitude de manger des fruits de mer Jumbo Premium. Depuis que tu as épousé cette famille, tu dois abandonner tes habitudes de radine. Je me suis figé. Le couteau dans ma main s'est arrêté sur la planche à découper. J'ai pris une profonde inspiration, l'endurant, essayant de garder une voix calme. Chloé, l'argent que ta mère m'a donné n'était que $100 pour une fête de 30 personnes. J'ai dû utiliser mon propre argent juste pour acheter autant de nourriture. Si tu penses que je suis lente, viens m'aider à laver ces légumes à salade pour que je puisse dresser les tables à temps. Chloé a levé les yeux au ciel et m'a lancé un regard perçant. Tu es hilarante. Les tâches ménagères sont le travail de l'épouse. Tu es venu ici pour porter le fardeau de la maison. Pas pour donner des ordres à la sœur de ton mari. Je viens de dépenser près de $100 pour me faire les ongles. Tu veux que je les abîme dans ce tas de laitue sale? Après avoir dit cela, elle a lentement tourné les talons et est retournée directement dans le salon, me laissant seul au milieu des piles chaotiques de nourriture. J'ai silencieusement regardé sa silhouette frêle s'éloigner. Un sentiment amer d'apitoiement sur moi-même montant dans ma gorge. J'avais l'habitude de gérer des centaines d'employés et de diriger des projets de plusieurs millions de dollars. Pourtant, ici, j'étais traité comme de la merde par une gamine gâtée. Ordonnée comme une servante non payée. J'ai regardé vers le salon, espérant que Preston interviendrait pour défendre sa femme. Mais non, Preston a simplement crié d'une voix monocorde, « Harper, travaille plus vite. » Pourquoi tu la harcèles? Elle est encore jeune. Elle ne sait pas faire les corvées. Encore jeune. Elle avait 26 ans, avait étudié à l'étranger pendant des années. Et pourtant se comportait avec un tel manque de décence élémentaire. Mais ce qui m'a le plus déçu, c'était l'attitude de Preston. L'homme qui, il y a à peine 48 heures,
S'était agenouillé pour échanger les alliances et avait promis de me protéger toute sa vie. Était maintenant tranquillement en train d'indulger le comportement terrible de sa sœur et d'ignorer les difficultés de sa femme dans la cuisine. À midi pile, les parents sont arrivés en force. Éléanore a changé pour une robe en lin chic et est sortie pour accueillir chaleureusement tout le monde. Tout le monde louait Éléanore d'avoir la chance d'avoir une belle-fille à la fois réussie et domestiquée. Éléanore souriait radieusement, sa voix résonnant dans la maison. « Oh, je vous en prie. Je forme cette fille depuis le premier jour. Peu importe si une femme est directrice d'entreprise dans la société, quand elle rentre à la maison, elle doit retrousser ses manches et cuisiner pour son mari et sa famille. Je chasserai toute femme qui pense que son argent la rend supérieure. » Chaque mot prononcé par Éléanore ressemblait à un couteau invisible tranchant mes oreilles. J'ai porté les lourds plateaux de nourriture sur la terrasse. Mon visage était rouge de chaleur, forçant un sourire déformé. Pas une seule personne ne m'a invité à m'asseoir et à manger. Preston était occupé à verser de la bière et à trinquer avec ses oncles. Éléanore était occupée à vanter à ses tantes à quel point sa fille était brillante à l'étranger. Chloé était simplement assise là à choisir les meilleurs morceaux de viande pour son assiette. Je me suis discrètement retiré dans un coin sombre de la cuisine, mangeant hâtivement un bol de salade de pommes de terre froides et de viande restante juste pour calmer mon estomac. Assise dans ce coin sombre, écoutant le cliquetis animé des vers dehors, j'ai soudain réalisé que j'étais tombé dans un piège parfait. Il ne me voyait pas comme une belle-fille, un membre de la famille. Il me voyait comme un trophée. Une vache à lait et une bonne non payée pour satisfaire leur vanité et leur mentalité patriarcale, profondément enracinée. Le repas s'est étiré sur près de 3 heures. Quand les parents sont enfin partis, ils ont laissé sur la terrasse une montagne de vaisselle graisseuse, de la nourriture restante éparpillée partout, et une épaisse sauce barbecue collant à chaque plat en céramique blanche. Éléanore a bâillé largement, s'est étirée et a dit qu'elle montait se reposer le dos. « Harper, nettoie tout impeccablement avant de te reposer. Le liquide vaisselle est juste là sous l'évier. Assure-toi de tout frotter 2 fois pour enlever l'odeur de graisse. » En disant cela, elle a lentement monté les escaliers. Preston s'est aussi tourné vers moi et a dit avec indifférence. « Nettoie vite et va faire une sieste. Nous aurons plus de nourriture ce soir, alors prépare la viande restante. » Pas un seul mot d'encouragement, pas une seule offre de partager la charge. Il considérait automatiquement que ce champ de bataille de désordre était mon devoir. Incontestable. J'ai regardé la montagne de vaisselle, mes jambes voulant céder. Mais j'ai serré les lèvres fermement, me disant de rester calme. J'ai retroussé mes manches et j'ai commencé à trier le désordre. Le soleil brûlant de l'après-midi d'été frappait mon visage. Je grattais diligemment les restes dans un grand sac poubelle et je frottais furieusement. Après avoir fini 3 tables de vaisselle, mon dos me faisait mal comme si quelqu'un l'avait cassé. Mes mains trempées dans l'eau savonneuse depuis si longtemps commençaient à se rider et à piquer. Je me suis levé, j'ai étiré mon dos, la sueur coulant et piquant mes yeux. Du salon, j'ai entendu le bruit de Chloé ouvrant le réfrigérateur pour prendre un soda. Une pensée a traversé mon esprit. Je ne pouvais pas simplement endurer silencieusement cette exploitation pour toujours. Il testait mes limites. Si je me soumettais docilement, je serais écrasé par eux pour le reste de ma vie. Pensant cela, j'ai essuyé mes mains mouillées sur mon tablier et j'ai marché d'un pas lourd vers le salon. Je suis passé de la cuisine qui puait la graisse et la fumée au salon. L'air glacial du climatiseur coûteux a frappé mon visage, me faisant frissonner légèrement. La sueur dans mon dos est devenue froide et collante, créant une sensation extrêmement inconfortable. Le contraste entre les 2 espaces dans la même maison m'a rendu amer. Juste à quelques pas, l'endroit où je venais de me tenir était un champ de bataille rempli de déchets et de travail épuisant. Pendant ce temps, l'endroit où Preston et Chloé étaient assis était un monde d'égoïsme jouissif. J'ai regardé autour de moi. Sur le canapé en cuir poli, Chloé était étalée, les jambes posées sur la table basse en verre.
L'énorme télévision diffusait bruyamment une chaîne musicale. La table était jonchée de graines de tournesol et d'emballages de bonbons. Et Preston, le mari à qui j'avais confié ma vie il y a à peine 48 heures, sirotait tranquillement son thé glacé, les yeux rivés sur son téléphone. Je me suis arrêté à l'entrée, prenant une profonde inspiration pour retrouver mon calme. Je me suis dit que peut-être Preston ne faisait tout simplement pas attention. Que peut-être Chloé était juste immature. Après tout, une famille a besoin de patience pour les plus petites choses. J'ai éclairci ma gorge, essayant de garder un ton aussi doux et paisible que possible. Chloé, puisque tu es libre, pourrais-tu s'il te plaît venir sur la terrasse et me donner un coup de main? Il y a une énorme montagne de vaisselle là-bas. J'ai cuisiné et couru partout depuis ce matin. Mon dos me fait tellement mal. Je peux à peine me tenir droite. Je les ai déjà frottés avec du savon. Tu n'as qu'à m'aider à les rincer à l'eau claire pour que nous puissions finir tôt et aller nous reposer. Ma voix a retenti au milieu du bruit de la télévision. Chloé n'a pas changé de posture. Elle a lentement baissé son téléphone en utilisant ses yeux bien dessinés pour me regarder de haut. En bas. Ses lèvres rouges vives se sont courbées en un rictus méprisant, formant un demi-sourire moqueur. Tu es hilarante. Elle a traîné ses mots dans un ton incroyablement grinçant. Tu es dans cette maison depuis 2 jours. Et tu essaies déjà de donner des ordres à la sœur de ton mari. Les tâches ménagères, la cuisine et la vaisselle sont le travail de l'épouse. Tu es la belle-fille. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Je viens de payer 100 $ pour ces acryliques avec des strass. Tu veux que je mette mes mains dans cette eau sale et graisseuse et que je ruine mes ongles? Si tu es lente, prends ton temps. Personne ne te force à être rapide, mais ne m'entraîne pas dans tes corvées de classe inférieure. Je suis resté complètement stupéfaite, incapable de croire ce que je venais d'entendre. Une fille de 26 ans qui avait le privilège d'étudier à l'étranger, qui avait reçu une éducation correcte, pouvait prononcer de telles paroles cultivées et arrogantes. La colère a commencé à s'embraser dans ma poitrine. Je suis directrice régionale. Je gère des dizaines d'employés. Je gagne 6 chiffres par an. Je n'ai jamais eu à m'incliner ou à écouter quelqu'un me dégrader avec un ton aussi méprisable. Chloé, surveille ton langage. J'ai baissé ma voix sévèrement, ne gardant plus le comportement soumis de tout à l'heure. Je suis ta belle-sœur, mais avant tout, je suis un être humain. Je n'ai pas épousé cette famille pour être une servante non payée pour toi et ta mère. J'ai fait les courses, cuisiné et nettoyé pour plus de 30 personnes toutes seules aujourd'hui. Te demander d'aider à rincer quelques assiettes est une chose complètement normale dans une famille qui partage les responsabilités. N'utilise pas ta manucure comme excuse pour esquiver le travail et insulter les autres comme ça. Dès que j'ai fini de parler, Preston a soudainement claqué son téléphone sur la table en verre, produisant un craquement assourdissant. Il s'est levé brusquement, son visage s'assombrissant, ses yeux brillants de veines rouges en colère. L'atmosphère dans le salon s'est soudainement figée. J'ai regardé Preston, espérant une parole juste de mon mari. Mais non, Preston a marché agressivement vers moi, pointant son doigt droit sur mon visage. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Preston a rugi, sa voix brutale, complètement différente de l'homme poli et éduqué qu'il avait toujours prétendu être quand il me courtisait. « Tu as épousé cette maison, tu manges notre nourriture. Tu dors dans notre lit, et tu oses ouvrir la bouche pour faire la leçon à ma sœur. Chloé a raison. Tu es l'épouse. Ton travail est de servir cette maison. Tu laves quelques assiettes et tu te plains et fais une scène pour que les voisins rient de ma famille. Espèce de femme paresseuse essayant d'esquiver un peu de travail. Tu penses que tu es la reine de cette maison? J'ai écarquillé les yeux sous le choc, reculant, sentant comme si un seau d'eau glacée venait d'être jeté sur mon visage. Qu'est-ce que tu as dit? Ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement sous le choc pur. Tu m'appelles une femme paresseuse qui a retroussé ses manches et travaillé depuis 5 heures du matin. Pour le barbecue d'aujourd'hui. Qui a dépensé 300 $ de son propre argent pour acheter assez de nourriture premium pour sauver la face de ta famille?
Qu'est-ce que toi et ta sœur avez fait? Vous êtes restés assis les pieds en l'air à manger des fruits. Et maintenant tu te retournes et m'appelles paresseuse. As-tu encore un peu de décence humaine, Preston? Mes paroles étaient comme une étincelle jetée droit dans un baril de poudre. La vérité exposée endommageait gravement l'ego fragile de Preston. Il a serré les dents si fort qu'elles ont produit un cliquetis terrifiant. Sans dire un autre mot, Preston a avancé. A levé son bras droit haut et a délivré une gifle tonitruante droit sur mon visage. Clac. Le son a explosé dans la pièce calme, nette et impitoyable. La force de la gifle était si forte qu'elle a fait tourner ma tête sur le côté. J'ai perdu l'équilibre. Trébuché en arrière de quelques pas et me suis effondré sur le sol car l'effroi. Mon oreille gauche bourdonnait. Un long bourdonnement a résonné dans mon tympan. Ma vision est devenue complètement noire pendant une fraction de seconde. De minuscules étoiles ont explosé devant mes yeux. La douleur aveuglante rayonnait de ma joue, brûlante et piquante sur la moitié de mon visage. J'ai pressé une main contre le sol, luttant pour m'asseoir. Mes cheveux en désordre couvraient la moitié de mon visage. Ma gorge était amère et l'odeur métallique du sang coulant de ma lèvre fendue a frappé mon nez. Je suis resté assise sur le sol en tenant ma joue enflée, regardant fixement l'homme debout devant moi. Mes yeux étaient grands ouverts et pas une seule larme n'est tombée. Ce n'était pas de la suppression. C'était la mort absolue de mon âme. Mon cœur. Qui avait battu si joyeusement quand j'avais enfilé ma robe de mariée blanche immaculée il y a moins de 2 jours, se brisait maintenant en minuscules morceaux, tombant dans l'abîme du désespoir. Preston était toujours debout là, sa poitrine se soulevant tandis qu'il haletait lourdement. La main qui venait de me gifler était encore serrée en un poing serré. Ses yeux baissés sur moi ne contenaient absolument aucune pitié ni regret. Ils étaient remplis seulement de ressentiment amer et satisfait d'un tyran patriarcal qui venait d'utiliser la violence pour écraser la résistance du faible. À ce moment-là, Chloé n'était pas seulement sans peur, mais riait en fait à gorge déployée. Un rire strident, malveillant et incroyablement triomphant. Tu le mérites. Elle a applaudi, sa voix dégoulinant de sarcasme. Bien joué, Preston. Une femme qui ne connaît pas sa place, essayant de grimper sur la tête de tout le monde. Elle a besoin d'une leçon qu'elle se rappellera toute sa vie. Ça te guérira de ta grande gueule dans cette maison. Des escaliers, Eleanor est descendue lentement. Elle portait encore son cardigan en cachemire, son visage aussi indifférent. Comme si rien de majeur ne venait de se passer. Elle s'est approchée. A croisé les bras sur sa poitrine et m'a regardé froidement assise sur le sol. Pas une seule question de préoccupation, pas un seul mot de pitié pour sa belle-fille. Elle a éclairci sa gorge, prononçant des paroles toxiques comme des couteaux empoisonnés plongeant droit dans mon cœur. Ça suffit, Preston. Tu n'as pas besoin de t'énerver et de te griffer les mains pour une femme ingrate. A dit Eleanor lentement, agissant comme une aînée disciplinant un subordonné. Harper, vois-tu les conséquences de répondre dans cette famille? La tradition transmise du grand-père de Preston est que les femmes doivent obéir en silence. Quand le mari parle, la femme est interdite de discuter. Tu viens à peine de franchir cette porte il y a quelques jours et tu essaies déjà de discuter avec ta belle-mère, d'inciter ton mari à frapper sa sœur, essayant de diviser leur lien fraternel. Laisse-moi te dire, dans cette maison, Chloé est précieuse. Pendant que toi, tu n'es qu'une étrangère amenée pour servir et porter des enfants. Cette gifle de Preston était sa manière généreuse de t'enseigner. Si tu as une quelconque éducation, tu ferais mieux de t'agenouiller. De t'excuser auprès de ton mari et de ta sœur, puis d'aller dehors nettoyer cette vaisselle. N'agis pas comme une princesse gâtée ici. Les paroles d'Eleanor sont tombées dans l'espace. Chaque syllabe résonnant dans ma tête. S'agenouiller et s'excuser. Enseignement généreux. Les femmes doivent obéir en silence. Ils appelaient cette gifle impitoyable un enseignement généreux. Ils appelaient l'exploitation de mon travail une tradition familiale. Toute une famille de 3 portant la façade de personnes éduquées et respectables. Révélant finalement leur vraie forme de monstres barbares, égoïstes et absolument cruels.
Je suis resté immobile sur le sol. Le sang de ma lèvre déchirée coulait, ayant un goût salé et amer sur ma langue. Ma mâchoire palpitait à chaque léger mouvement. Mais étrangement, la douleur physique à ce moment rendait mon esprit incroyablement vif. Une clarté froide et terrifiante. Je comprenais tout maintenant. Je comprenais pourquoi Preston avait toujours agi si obéissant et cajoleur pendant nos 6 mois de fréquentation. Ce n'était pas de l'amour. C'était un complot. Il savait que j'étais directrice régionale. Il savait que je possédais un pantouse de luxe à mon nom. Il savait que j'avais un énorme compte d'épargne. Lui et cette famille avaient tendu un piège parfait pour m'attirer. Ils voulaient me transformer en mine d'or à drainer, une servante pour les servir. Et un jouet à piétiner pour satisfaire leurs sentiments bon marché d'autorité. J'ai lentement levé la main et essuyé la traînée de sang du coin de ma bouche. À ce moment, la femme faible et endurante qui avait toujours aspiré à une vie familiale simple et chaleureuse moi est morte pour de bon. Elle est morte juste sous la gifle brutale de cet homme traître. Surgissant des cendres de cette destruction était une Harper complètement différente. Une cadre décisive et froide qui ne s'inclinait jamais devant l'injustice. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne pleurerai pas et ne supplierai pas. Ni ne crierai et n'argumenterai comme une folle hors de contrôle dans la rue. Il voulait jouer avec moi. Il voulait tester mes limites. Alors je leur montrerai que s'en prendre à Harper était la plus grande et dernière erreur de leur vie pathétique. J'ai lentement poussé mes mains contre le sol, serrant les dents à travers la douleur dans ma joue. Et je me suis lentement levé droite. J'ai tenu la tête haute. Mes yeux tranchants comme des dagues perçant droit dans les visages de Preston, Chloé et Eleanor. Le changement soudain dans mon regard les a tous les trois fait légèrement sursauter. Le sourire sur les lèvres de Chloé est mort. Preston a froncé les sourcils. Il semblait sentir une aura invisible d'intention purement létale émanant de la femme qu'il venait de renverser. L'atmosphère dans le salon est devenue étouffante de tension. Je me suis tenu droite. Même si mes jambes tremblaient encore légèrement de la chute. Ma colonne vertébrale était redressée avec une fierté extraordinaire. Dans l'espace étouffant du salon, où l'air froid du climatiseur coûteux se mélangeait au lourd parfum de Chloé et à l'odeur amère du thé glacé sur la table, j'ai choisi le silence. Mon silence à ce moment n'était pas la soumission humiliante de la faible. Ce silence était comme un lac profondément calme juste avant qu'une énorme tempête rageuse ne frappe. C'était le moment où un prédateur expérimenté se rétracte, observant sa proie avant de délivrer le coup fatal ultime. Preston était toujours debout là, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage incliné dans une pure arrogance. Il me regardait avec un demi-œil, certain que la gifle avait complètement brisé ma dignité, m'enseignant une leçon inoubliable sur leurs soi-disant valeurs et traditions familiales. Eleanor s'est assise tranquillement sur le fauteuil moelleux, lissant les plis de ses vêtements, paraissant aussi détendue qu'une reine mère qui venait d'exécuter une servante coupable. Chloé, la sœur de 26 ans qui avait étudié à l'étranger, est retournée à mettre des raisins juteux dans sa bouche, mâchant bruyamment et me lançant des regards moqueurs. Ils attendaient que j'éclate en larmes. Ils attendaient que je couvre mon visage et que je monte en courant en pleurant ou que je crie sauvagement comme une folle pour qu'ils aient une excuse pour continuer à me dégrader comme une ordure non éduquée. Mais non, je les ai déçus. Cet Harper, qui a construit sa carrière seul, qui gérait des dizaines d'employés et négociait des contrats de plusieurs millions de dollars, ne leur accorderait jamais une seule larme à ces personnes méprisables. J'ai levé la main, lissé les cheveux en désordre sur mon front et les ai soigneusement coincés derrière mon oreille. Ma joue gauche était maintenant enflée, rayonnant d'une chaleur intense comme si elle était en feu. Je pouvais clairement sentir les marques de 5 doigts marquées sur ma peau. J'ai nonchalamment glissé la main dans ma poche et sorti mon smartphone. Mes mouvements étaient lents, calmes et si décisifs que l'espace autour de nous semblait s'étirer. En me voyant sortir mon téléphone, Preston a laissé échapper un rire moqueur. Sa voix pleine de défi et de mépris. « Qu'est-ce que tu penses faire ? Appeler ta maman et ton papa pour pleurer et rapporter ?
Tu as 30 ans et tu appelles tes parents pour chaque petite chose. N'as-tu aucune honte? Je t'ose d'appeler. Appelle tes parents ici pour que je puisse leur dire exactement comment leur fille a été élevée. Osant entrer dans la maison de son mari et donner des ordres à sa belle-sœur. Eleanor a ajouté avec des paroles amères. C'est ça. Appelle tes beaux-parents pour que je puisse leur demander comment ils élèvent leurs enfants. Pas même 3 jours dans la maison. Osant répondre à sa belle-mère et inciter son mari à frapper sa sœur. Une fille mariée est comme de l'eau renversée. Si tu fais une horreur de toi dans cette maison, tes parents porteront aussi la honte. Tu ferais mieux de connaître ta place. Range ce téléphone. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de Preston et Chloé tout de suite. Arrête de jouer. Je suis restée silencieuse, un silence glacial. Je n'ai pas répondu à leurs provocations sarcastiques. J'ai déverrouillé mon téléphone. Glissé lentement vers l'application appareil photo et activé la caméra frontale. J'ai levé le téléphone au niveau des yeux, visant l'objectif sur mon propre visage. Sur l'écran lumineux, l'image d'une femme aux cheveux légèrement ébouriffés. À la lèvre saignante et avec une empreinte de main rouge vive sur la joue est apparue incroyablement claire. Clic, clic, clic. Le son de l'obturateur a résonné 3 fois consécutives dans le silence mortel du salon. Mon action bizarre a laissé Eleanor, Preston et Chloé complètement stupéfaits. Ils me fixaient, les yeux écarquillés. Incapables de comprendre ce que la femme qui venait de recevoir une raclée préparait. Chloé a rapidement craché un pépin de raisin dans sa main, froncé les sourcils et crié. « Tu es folle? Tu te fais écraser le visage et au lieu d'avoir honte, tu sors ton téléphone pour un selfie? Tu prévois de poster ça sur les réseaux sociaux pour mendier de la pitié? Espèce de femme malade? » J'ai lentement baissé mon téléphone. Sauvegardant les 3 photos dans un dossier cloud protégé par un double mot de passe. Puis j'ai regardé droit dans les yeux de Preston. Ma voix a retenti, ni forte ni douce, sans un seul tremblement. Elle était plate et glaciale comme un iceberg. Preston, cette gifle de ta part, je l'ai documentée. J'ai pris une photo pour sauvegarder le souvenir de mon 2e jour en tant que belle-fille dans cette maison pour me rappeler le prix atroce de la confiance aveugle dans tes vœux hypocrités. D'où? En disant cela, je n'ai pas donné à Preston une chance de réagir, j'ai reculé de 2 pas. Mon doigt tapotant secrètement l'icône du mémo vocal sur l'écran. L'application d'enregistrement a commencé à fonctionner, comptant chaque seconde. Capturant chaque son impitoyable dans cette maison. J'ai levé les yeux vers Eleanor. Mon visage portait une expression incroyablement sereine. J'ai parlé. Posant intentionnellement des questions pour les inciter à prononcer leurs exigences coercitives et créer des preuves en béton. Eleanor, qu'est-ce que tu viens de me dire de faire? Ai-je demandé, baissant ma voix pour simuler la soumission. Tu as dit que je devais m'agenouiller et m'excuser auprès de Preston et Chloé, c'est ça? En entendant cela, Eleanor a pensé que j'étais terrifié et que je cédais. Alors elle a fièrement élevé la voix pour prêcher sa morale. L'application d'enregistrement a capturé chaque mot. C'est exactement ça. Si tu fais mal, tu t'agenouilles et tu admets ta faute. C'est une famille respectable. Une belle fille franchissant ce seuil doit se soumettre à son mari. Preston est le pourvoyeur. S'il dit qu'il frappe, il frappe. S'il dit qu'il gronde, il gronde. Tu la mécontenté. Recevoir une gifle est déjà s'en sortir facilement. Quant à Chloé, elle est la sœur de chair et de sang de ton mari. Tu as le devoir de la servir, pas d'ouvrir la bouche et de lui ordonner de faire des corvées. Ne pense pas que juste parce que tu as un titre de directrice dans ton entreprise, tu as une quelconque autorité dans cette maison. Tu n'es que la belle-fille destinée à cuisiner et balayer. Tu te souviens? J'ai légèrement hoché la tête. Le coin de ma bouche tressaillant en un sourire imperceptible. Chaque parole arrogante. Chaque dégradation de la dignité des femmes. Chaque approbation de la violence d'Eleanor était sauvée de façon permanente comme un fichier audio clair comme du cristal. Je me suis tourné vers Preston. Lançant ma 2e question.
Et Preston. Tu m'as giflé jusqu'à ce que je tombe par terre, jusqu'à ce que mes lèvres se fendent, juste parce que j'ai demandé à ta sœur d'aider à rincer quelques assiettes. Tu es un homme éduqué. Tu travailles dans les ressources humaines. Trouves-tu que ton usage de la violence contre ta femme est justifié et quelque chose dont être fier? Preston m'a regardé fixement. L'ego fragile d'un homme patriarcal a été déclenché. Il n'avait aucune idée qu'il mettait la tête dans le nœud coulant que j'avais préparé. Il a rugi, pointant son doigt droit sur mon visage. Et alors si je t'ai frappé? Tu es ma femme. J'ai le droit de te discipliner. Ne parle pas d'une seule gifle. Si tu continues cette attitude insolente et que tu manques de respect à ma mère et à ma sœur, je te briserai les jambes. Tu penses qu'avoir quelques dollars de plus signifie que tu peux acheter cette maison? Excuse-toi. Je fais les règles ici. Si tu ne peux pas les suivre, sors. Parfait. L'enregistrement était impeccable. Chaque menace de violence, chaque admission d'agression était clouée dans le dossier de preuve. J'ai jeté un coup d'œil à Chloé, sa précieuse petite sœur. Je n'avais même pas besoin de demander. Chloé est intervenue automatiquement, ajoutant du poids à la ruine imminente de sa famille. As-tu bien entendu mon frère? Chloé a levé le menton avec arrogance. Tu ferais mieux de te traîner dehors sur la terrasse et de nettoyer ces assiettes graisseuses. Frotte-les soigneusement. Tu casses, tu paies. Puis va acheter du bœuf de qualité premium pour que nous puissions avoir un dîner steak ce soir. Fais ton travail de servante correctement et arrête d'argumenter. J'ai silencieusement regardé les trois personnes qui s'enivraient dans leur illusion de pouvoir. Ils pensaient qu'ils étaient rois et reines qui pouvaient piétiner la dignité d'une femme à volonté. Ils pensaient que le pouvoir de la violence et des leçons anciennes dépassées pouvait transformer une femme indépendante et autonome en esclave domestique. Mais ils avaient complètement tort. Ils étaient incroyablement à courte vue et stupides. Ils n'avaient aucune idée que mon calme à ce moment était la sentence de mort pour ce mariage. Pourri. J'ai tendu la main et appuyé sur le bouton d'arrêt de l'enregistrement. Le fichier audio, de plus de 5 minutes, était sauvegardé en toute sécurité d'une petite tape. J'ai téléchargé toutes les images et ce fichier audio sur mon stockage cloud hautement sécurisé tout, en envoyant simultanément une copie de sauvegarde à mon email privé. J'ai fait tout cela naturellement. Mon visage n'a pas changé de couleur tandis que je tenais fermement l'arme ultime qui pouvait briser leur façade respectable à tout moment. Mon esprit se sentait incroyablement léger. J'ai lentement levé les yeux, remettant le téléphone dans ma poche. Mes yeux ont balayé leur visage de la vieille Eleanor autoritaire à Preston le patriarcal violent. Et enfin Chloé, la gamine gâtée avec une personnalité ruinée. La confiance et l'arrogance sur leur visage ont soudain vacillé. Ils ont commencé à sentir que quelque chose n'allait terriblement pas. Mon regard n'était pas celui d'un oiseau paniqué enfermé dans une cage, mais le regard d'un aigle regardant des rats d'égout sales. Le froid émanant de moi semblait drainer l'oxygène de la pièce. Eleanor, Preston et Chloé. J'ai parlé lentement et distinctement, ma voix frappant leur tympan mot par mot. Tout ce que cette famille voulait m'enseigner aujourd'hui. Je l'ai enregistré sans manquer un seul mot. Ces 6 tables de vaisselle dehors, ceux qui ont mangé dedans peuvent les nettoyer. Harper aîné, a été élevé et hautement éduqué par ses parents pour aller dans le monde, contribuer à la société et créer des millions de dollars de valeur. Pas pour être traîné ici pour servir de punching ball à votre colère. Ni pour s'agenouiller et s'excuser auprès de monstres sans cœur. Le visage de Preston a pâli. Il a avancé, levant la main pour me gifler une deuxième fois, mais je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé fixement droit dans les yeux, mes yeux tranchants comme des scalpels, le faisant geler en l'air. Essaie juste de me toucher encore une fois, ai-je dit froidement. Une gifle était la limite absolue. Si tu oses lever la main encore, je te promets que le prix que tu paieras ne sera pas seulement de l'argent, mais la destruction totale et complète de la réputation de toute cette famille. Ayant dit cela, j'ai décidé de tourner les talons, ignorant les expressions stupéfaites et bouche bée de tous les trois.
Il semblait paralysé par ma contre-attaque verbale et ma présence autoritaire. J'ai pris des pas fermes directement vers la porte arrière. La vaisselle graisseuse et puante était encore éparpillée sur la terrasse humide. Je n'ai même pas jeté un regard dessus. Je suis allé, j'ai tendu la main et j'ai détaché le tablier bleu clair autour de ma taille. Le tablier était trempé de sueur et taché de graisse. Le tenant dans ma main, je l'ai jeté avec un dégoût absolu droit au centre de la table la plus sale de vaisselle. Le son du tablier frappant les assiettes était net. C'était le son de la rupture. Le point final à mon endurance et mon sacrifice sans sens pour cette famille pourrie. J'ai lavé mes mains sous le robinet d'eau froide. Lissé mes cheveux et j'ai nonchalamment marché directement de retour dans la maison. Me dirigeant vers les escaliers menant au deuxième étage vers la chambre principale froide. Laissant derrière moi les marmonnements et les malédictions faibles d'Eleanor et de ses enfants. Alors qu'il sortait de ma domination psychologique. Mais à ce moment, ces sons n'atteignaient plus mes oreilles. Ils n'étaient que des marionnettes dansant dans le désespoir. Quant à moi, je me préparais à appuyer sur le bouton fatidique pour mettre fin à cette charade ridicule. J'ai tourné le dos et je suis parti. Laissant derrière moi la terrasse sale et graisseuse et les marmonnements furieux de mes beaux-parents. Chaque pas que je faisais sur les escaliers en bois poli résonnait régulièrement, froid et sec. Tout comme mon cœur à ce moment. La fatigue épuisante d'une matinée d'esclavage dans la cuisine semblait disparaître complètement. Remplacée par une source d'énergie vive et glaciale circulant dans mes veines. Je suis entré dans la chambre principale au deuxième étage. La pièce spacieuse était décorée de rubans rouges et d'élaborés signes de bonheur de mariage collés. Sur les murs. L'air portait encore la légère odeur de naphtaline et de lys. Une odeur qui m'avait fait me sentir chaude et heureuse il y a moins de 48 heures. Mais maintenant, en regardant ces décorations rouges aveuglantes, je ressentais seulement qu'elles étaient odieuses et incroyablement absurdes. C'était comme une cage dorée habilement déguisée pour piéger un oiseau naïf. Mais malheureusement pour eux, ils avaient enfermé un aigle par erreur. La première chose que j'ai faite en entrant dans la pièce a été de saisir la lourde poignée de porte. En laiton et de la tourner fort 2 fois. Un clic bruyant a retenti alors que le verrou en acier massif se verrouillait dans le cadre de la porte. J'ai même soigneusement glissé la chaîne de sécurité en haut. M'assurant que personne ne pouvait utiliser une clé de rechange ou une force brute pour entrer. La porte en chaîne épaisse s'est fermée, isolant complètement le monde étouffant. Faux et violent dehors de mon espace privé. Je suis resté appuyé contre la porte, j'ai fermé les yeux fermement. Pris une profonde inspiration et expiré lentement. Un silence absolu m'a enveloppé, mais ce silence ne m'effrayait pas. Au contraire, il agissait comme une armure. M'isolant pour que je puisse commencer à cartographier mes prochains mouvements. Juste comme je l'avais prévu, à peine 3 minutes plus tard. De lourds pas ont tonné dans les escaliers d'en bas. Preston m'avait poursuivi. Il s'est jeté sur la porte. Utilisant ses grandes mains pour frapper lourdement contre le bois de chêne. Créant des vibrations qui résonnaient dans le couloir. Harper, ouvre cette porte tout de suite. Preston a rugi, sa voix menaçante. Tu penses que te cacher là-dedans répare quoi que ce soit? Si tu as le courage, ouvre cette porte et laissons-nous parler correctement. Tu retournes cette maison sens dessus dessous et tu penses que tu peux juste verrouiller la porte et aller dormir. Ouvre la porte avant que je perde patience et que je la casse en morceaux. Je suis resté appuyé contre la porte, les bras croisés, mon expression complètement inchangée. J'ai maintenu un silence absolu, ne me donnant pas la peine de répondre avec même un demi-mot. Dehors, Preston continuait à crier. Maudire et frapper à la porte comme un animal enragé enfermé hors de sa cage. Plus il rageait, plus il semblait pathétique et lâche. Un homme se prétendant pourvoyeur. Et pourtant ne sachant que utiliser ses poings et ses cris pour intimider sa femme. Voyant que Preston ne pouvait pas me forcer à parler. Eleanor est aussi montée en se dandinant dans les escaliers. Ses pas lourds se sont arrêtés dehors la porte, suivis de sa voix stridente. Toxique et hautement manipulatrice. Preston, écarte-toi et laisse-moi lui parler.
Eleanor a claqué à son fils, puis a baissé la voix, la projetant intentionnellement dans la pièce avec un ton moitié menaçant, moitié condescendant. Harp, je sais que Preston a un tempérament. Il a fait une erreur en te giflant accidentellement. Mais tu es une femme. Tu dois savoir comment faire des compromis. Quand le mari est en colère, la femme parle moins. Tu fais une énorme scène en te cachant dans ta chambre comme ça. Les étrangers vont rire au visage de cette famille respectable. Je suis debout ici représentant ce foyer. Je dis à Preston de te présenter des excuses. Ouvre la porte, lave-toi le visage et descends nettoyer la vaisselle sur la terrasse. Tout peut être résolu. Traite juste cela comme une leçon pour que mari et femme se comprennent mieux. Ouvre la porte, chérie. Ne me fais pas rester debout ici jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. Entendre la moralisation hypocrite mielleuse d'Eleanor a fait monter une vague de nausée extrême. Dans mon estomac. Ils avaient frappé quelqu'un jusqu'à ce que sa lèvre saigne. Piétiner la dignité de quelqu'un jusqu'au fond absolu. Et pourtant voulait effacer tout avec une excuse accidentelle et quelques paroles douces et fades. Il croyait encore fermement que s'il s'abaissait un peu, en dispensant un peu de fausse gentillesse, je baisserais docilement la tête et redeviendrais leur machine de travail non payée. J'ai légèrement esquissé un sourire. Mon silence était encore parfaitement maintenu. J'ai tourné le dos à la porte et j'ai pris des pas décisifs vers l'armoire en acajou joliment sculptée. Le temps pressait. Je ne pouvais pas gaspiller une autre seconde à écouter leurs paroles sans sens. J'ai ouvert grand les portes de l'armoire et j'ai descendu ma grande valise de designer de l'étagère du haut. Je l'ai ouverte et j'ai commencé à emballer mes affaires personnelles. Je n'ai pas emballé les robes en soie coûteuses ni les cosmétiques de luxe. J'ai sélectionné exactement 3 tailleurs professionnels, un ensemble de pyjamas, quelques articles de toilette essentiels, et les ai jetés soigneusement dans la valise. Mes mains travaillaient rapidement, mon esprit organisant tout dans la séquence la plus logique et froide. Après avoir emballé mes vêtements, je suis allé dans le coin de la pièce où un petit coffre-fort numérique était caché dans un tiroir. C'était le coffre-fort que j'avais apporté de mon propre endroit avant le mariage. Preston n'avait absolument aucune idée du code. J'ai rapidement tapé la séquence familière de chiffres. La porte du coffre s'est ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup d'argent liquide. Mais il contenait les articles les plus importants qui dictaient ma vie et ma carrière. J'ai soigneusement sorti une pile de documents enveloppés dans un sac étanche. Il contenait ma pièce d'identité, mon passeport, mes diplômes, les licences commerciales pour la succursale à mon nom, et surtout, l'acte de mon penthouse de luxe de 1300 pieds carrés situé à Midtown, Atlanta. En regardant l'acte portant le nom Harper, mon regard est devenu incroyablement tranchant. J'ai soudain rappelé les semaines précédant le mariage. Preston avait répété en utilisant des paroles douces et manipulatrices pour suggérer que j'ajoute son nom à cet acte, affirmant que mari et femme sont une entité, et que les actifs devraient être fusionnés pour montrer une confiance absolue. Même Eleanor avait laissé entendre subtilement qu'un actif d'une fille au mariage devrait être géré par le mari pour que la famille prospère. Mais cette Harper n'était pas une enfant de 3 ans. J'avais survécu dans le monde corporatif pendant des années, voyant à travers d'innombrables masques faux. J'avais fermement refusé, citant que c'était un actif prémarital et devait rester séparé pour faciliter les prêts commerciaux pour mon entreprise. En regardant en arrière maintenant, ma décision était une pure intuition divine. Ils avaient prévu de drainer mon travail, de me contrôler mentalement. Et leur prochaine étape aurait indubitablement été un complot pour saisir la richesse massive que j'avais construite avec du sang, de la sueur et des larmes. J'ai soigneusement rangé la pile de documents importants dans le compartiment à fermeture éclair de la valise. Ensuite, j'ai sorti tous les bijoux, l'or et les diamants offerts par mes parents et partenaires commerciaux le jour de mon mariage. Je n'ai absolument pas pris un seul article appartenant à la famille de Preston. De l'alliance de mariage en or bon marché à la collier bon marché qu'Eleanor m'avait mis à l'hôtel. J'ai fait glisser l'anneau de mariage de mon annulaire.
les regarder avec un dégoût total et les jeter directement sur la table de toilette en verre. Le son du métal tintant contre le verre a résonné sèchement, marquant la fin d'une romance trompeuse et d'un mariage arrivé mort-né. Ayant emballé tous mes actifs personnels, j'ai fermé la valise. La valise contenait maintenant non seulement des affaires, mais ma fierté, ma stratégie de sortie sécurisée et toute ma ligne de vie financière. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai levé la main pour lisser mes cheveux, sentant l'enflure sur mes joues palpiter encore. C'était le moment de déclencher ma deuxième contre-attaque. Une contre-attaque qui n'utilisait pas de poing ni de crachat, mais la pure puissance de l'intellect et de la domination financière. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler mes contacts et trouvé le nom de Julien, mon brillant vice-président des finances et assistant de confiance, qui avait été à mes côtés pendant des années. La tonalité a sonné régulièrement. Julien a décroché immédiatement avec un ton hautement professionnel. « Oui, patronne. Quelle est la directive d'urgence pour un dimanche après-midi » Ma voix était glaciale, dépourvue de toute fluctuation émotionnelle ou faiblesse. « Julien, tu es à ton ordinateur en ce moment, n'est-ce pas ? Allume-le et fais exactement ce que je dis immédiatement. » Un ordre donné signifiait pas de délai. « Je suis prêt. »« Donne le mot, patronne, » a répondu Julien, son ton devenant sérieux et tendu. Tâche numéro 1. J'ai articulé chaque mot tranchant comme un rasoir. Gèle immédiatement tout le processus de financement pour le projet d'expansion du réseau 2. Distribution avec Global Trade Corporation retire immédiatement le capital initial de 1,5 million de dollars que nous avons viré sur leur compte séquestre la semaine dernière. Cite la raison comme le partenaire n'ayant pas respecté nos normes de gestion des risques, montrant des signes de violation d'éthique d'entreprise. Prépare un communiqué de presse interne à envoyer à leur conseil d'administration, indiquant clairement que notre entreprise met fin unilatéralement à toutes les négociations de contrat indéfiniment. À l'autre bout du fil, Julien a hésité un instant, clairement choqué. Patronne, ce projet de 1,5 million de dollars a été négocié et garanti par votre mari, Preston. Il vient juste d'organiser une fête de célébration la semaine dernière parce qu'il avait conclu l'accord avec nous et il était sur le point d'être promu vice-président exécutif. Si nous retirons le financement aussi brusquement, leur entreprise fera face à une crise de liquidité immédiate. Preston sera définitivement tenu responsable des dommages et fera face à une terminaison imminente. Êtes-vous absolument sûr de cette décision ? J'ai esquissé un sourire plus froid que la glace d'hiver. Très sûr. Tu n'as pas besoin de poser des questions. Exécute exactement comme je l'ai dit. Il pensait qu'il pouvait facilement prendre l'argent de Harper pour construire une échelle de carrière pour un homme incompétent et inutile. Je vais lui faire comprendre où se trouve le vrai pouvoir et qui tient l'interrupteur dans ce jeu d'échec économique. Quand Global Trade Corp perdra ses 1,5 millions de dollars, leur chaîne d'approvisionnement s'effondrera en 24 heures. Leur conseil d'administration traînera le garant lui dehors pour faire face au peloton d'exécution. C'est le prix qu'il paie pour la gifle d'aujourd'hui. Compris, patronne. J'exécuterai le retrait de capital dans 15 minutes. D'autres directives ? La voix de Julien est devenue ferme. Il était intelligent. Juste en entendant mon ton, il comprenait qu'un événement catastrophique s'était produit et que son travail était de protéger mes intérêts à tout prix. Tâche numéro 2, ai-je continué à commander ? Demain après-midi. Contacte les directeurs des RH de tous les partenaires stratégiques dans notre écosystème d'entreprise. Mets le nom de Preston sur la liste noire de l'industrie. Informe-les discrètement que toute entreprise osant embaucher cet homme sera automatiquement retirée de la liste des fournisseurs prioritaires de notre entreprise. Je veux couper tous ces chemins de carrière dans cette industrie. Un homme dépourvu de décence humaine élémentaire, qui ne respecte pas les femmes, n'a pas le droit de mettre le pied dans l'élite corporative. Compris, patronne, a répondu succinctement Julien. L'opération Phoenix Fire, le blocus financier contre Preston, commence officiellement maintenant.
Avez-vous besoin que j'envoie une équipe de sécurité pour assurer votre sécurité? J'ai secoué la tête, même si Julien ne pouvait pas me voir. Pas besoin. Ce ne sont que des lâches qui ne font que brutaliser les faibles. Ils n'ont pas le courage de me faire quoi que ce soit. Occupe-toi juste correctement du blocus financier. Je m'occuperai du reste moi-même. Souviens-toi, chaque action doit être rapide, décisive et strictement légale. Ne laisse pas une seule faille pour qu'il riposte. J'ai raccroché le téléphone et l'ai jeté sur le lit moelleux. Dehors la porte en chaîne, les coups avaient diminué. Preston semblait avoir fatigué ses mains et être devenu enroué. Eleanor avait aussi arrêté de déverser ses morales longues. Je ne pouvais entendre que la mère et le fils marmonner et se maudire l'un l'autre parce qu'ils ne pouvaient pas me forcer à ouvrir la porte. Ils pensaient que je me cachais dans ma chambre pour pleurer. Me torturer ou débattre si je devais avaler ma fierté et m'excuser. Ils étaient si stupides. Ils ne pouvaient même pas imaginer que dans les 20 dernières minutes de bref silence, la belle-fille qu'ils traitaient comme des ordures avait tranquillement activé une machine pour écraser tout l'avenir, la carrière et la réputation de leur famille. Preston était si fier, vantant à ses parents qu'il était un génie, un pourvoyeur solide. Mais la vérité était que sa compétence était en dessous de la moyenne. Ce fauteuil de directeur des RH qu'il occupait et l'opportunité de devenir vice-président grâce à ce projet de 5 millions de dollars. Tout cela était dû à mon intervention discrète. Mon soutien et mon réseau complexe dans le monde des affaires. J'avais été généreuse. J'avais voulu élever mon homme pour construire un avenir partagé. Mais quand il a levé la main et délivré cette gifle impitoyable sur mon visage, il a personnellement brisé son propre billet d'or. L'arrogance d'un homme patriarcal avait aveuglé sa logique, lui faisant oublier la vérité fondamentale. Sans le soutien de Harper, il n'était qu'un grain de sable anonyme. Un perdant au chômage qui serait bientôt purgé de cette société impitoyable. Je me suis levé et suis entré dans la salle de bain, rinçant mon visage avec de l'eau froide. L'eau glacée coulant sur l'enflure rouge de ma joue me faisait me sentir plus éveillé que jamais. J'ai pris mon compact de maquillage et j'ai appliqué une très fine couche de fond de teint sur la marque de gifle. Le maquillage n'était pas destiné à cacher ma faiblesse, mais à assurer que mon visage maintenait l'apparence la plus impeccable. Froide et autoritaire quand je les affronterais pour la dernière fois dans cette maison. J'ai relevé mes longs cheveux en un chignon haut serré, exposant mon front élégant et mon cou fier. J'ai enlevé mes vêtements d'intérieur froissés et j'ai enfilé un tailleur noir ajusté, jetant un trench coat élégant sur mes épaules. À ce moment, je ne ressemblais pas du tout à une nouvelle mariée opprimée et humiliée. J'étais l'image d'une PDG puissante et froide montant sur le champ de bataille pour nettoyer les dommages collatéraux. J'ai glissé mes pieds dans des talons aiguilles noirs tranchants, produisant des clics nets contre le parquet. J'ai roulé ma valise jusqu'à la porte, ma main gauche tenant mon sac à main de designer rempli des documents de ma vie, ma main droite reposant sur le verrou en acier glacé. Toutes les voies d'évasion étaient sécurisées. Toutes les sanctions financières brutales avaient été déclenchées. J'étais complètement prête à sortir de cet enfer sur terre déguisé en foyer respectable. Dehors, leur famille était encore assise dans le salon, attendant que je rampe en bas et confesse mes péchés. Ils imaginaient définitivement la scène où je descendrais timidement, la tête baissée, les yeux remplis de larmes, marmonnant des excuses. Ils me lanceraient alors des insultes, m'enseignant une autre leçon pour satisfaire leurs égos. Mais ils n'avaient aucune idée que le moment où cette porte s'ouvrirait, leur vrai cauchemar commencerait. J'ai légèrement courbé le coin de mes lèvres, un demi-sourire létal apparaissant sur mon visage. J'ai forcé la chaîne de sécurité et tourné le verrou. Le verrou s'est ouvert avec un clic net, sonnant comme le maillet d'un juge frappant le bureau, condamnant à mort ceux qui osaient piétiner ma dignité. La lourde porte en chêne s'est lentement ouverte. La lumière du couloir est entrée, illuminant la silhouette fière et inflexible d'une femme nouvellement ressuscitée de la douleur absolue. Les roues de ma valise massive ont roulé sur le parquet, émettant un cliquetis sec et rythmé. Tirant la valise d'une main,
tenant mon sac à main dans l'autre. J'ai claqué mes talons aiguilles dans les escaliers. Le son de mes talons résonnait fièrement et décisivement. Comme des tambours de guerre déchirant le silence mortel et étouffant de la maison. En bas dans le salon, les 3 personnes portant le nom de Preston étaient encore étalées sur leur canapé coûteux. Ils étaient occupés à manger des graines, à siroter du thé. Probablement attendant avec suffisance le moment où la nouvelle mariée descendrait docilement. La tête baissée et en larmes pour supplier le pardon. Mais au moment où ma silhouette est apparue à mi-chemin dans l'escalier, tout le bruit dans le salon s'est instantanément arrêté. Ils se sont transformés en pierre. 3 paires d'yeux se sont écarquillés au maximum, fixant blanquement la femme descendant les escaliers. Je ne portais plus de vêtements d'intérieur froissés. Trempé de sueur et sentant la graisse de poisson du matin. Vêtu d'un tailleur noir ajusté, ma posture était haute et arrogante. Mes cheveux étaient relevés, mettant en valeur mon visage et mes yeux froids comme de la glace ancienne. La marque de gifle rouge sur ma joue était parfaitement dissimulée par le maquillage, ne montrant absolument aucune trace de faiblesse ou de vulnérabilité. Je ne ressemblais pas à une femme battue essayant de s'enfuir. Je ressemblais à une reine nettoyant son palais, se préparant à exécuter des sujets traîtres. La première à réagir a été Chloé. La belle-sœur, habituellement si insolente et arrogante, s'est soudain figée. La graine de tournesol à moitié mâchée est tombée droit de sa bouche sur sa chemise. Chloé a bégayé, pointant du doigt ma valise. Où emmènes-tu cette valise? Qui essaies-tu d'effrayer? Tu t'es fait gronder par Preston, et au lieu de connaître ta place, tu fais un coup de théâtre de fugue pour faire une crise. Arrête de jouer. Personne dans cette maison ne tombe dans tes trucs enfantins et dramatiques. J'ai descendu la dernière marche, m'arrêtant juste au milieu du salon. À environ 3 pas de l'endroit où ils étaient assis. J'ai silencieusement lâché la poignée de ma valise. Mes yeux tranchants ont balayé le visage jeune mais complètement trompeur de Chloé. Mon silence irradiait une pression invisible et écrasante si lourde qu'elle a fait frissonner Chloé. Elle a rapidement retiré son doigt et s'est recroquevillée profondément dans le coin du canapé. Voyant sa sœur dominée, Preston a claqué sa tasse de thé sur la table basse et s'est levé d'un bond. Son visage était rouge vif, d'épaisses veines saillant sur son front. Il a marché agressivement, bloquant le chemin vers la porte d'entrée. Il a écarté largement les bras, prenant la pose d'un patriarche essayant désespérément de défendre son royaume de pouvoir brisé. « Tu t'arrêtes là ?» a rugi Preston, son ton dégoulinant de fausse autorité. « Où penses-tu aller avec cette valise? Qui t'a donné la permission de sortir de cette maison? Je viens juste de te donner une petite leçon, et tu oses faire le coup de fuguet? Tu penses que parce que tu as de l'argent et du pouvoir dehors dans la société, tu peux faire ce que tu veux ici. Laisse-moi te dire, tu as franchi cette porte. Tu as fait un serment à ma famille. Vivante, tu es un membre de cette maison. Morte, tu es un fantôme de cette maison. Si tu oses franchir cette porte, toute cette ville te maudira comme une femme promiscueuse qui a abandonné son mari après 2 jours. Essaie de sortir si tu oses. Je m'assurerai que tu n'aies plus jamais le visage de regarder quiconque. Les menaces patriarcales bon marché et dépassées de Preston ne m'ont pas fait fléchir. Au contraire, elles ont poussé le mépris pur dans mon cœur à son pic absolu. J'ai éclaté de rire, un rire sec et clair, mais dégoulinant de sarcasme amer. Mon rire a résonné dans la pièce, s'écrasant droit sur l'ego trompeur de cet homme traître. Preston, ai-je parlé lentement, lâchant chaque mot distinctement, tranchant comme un rasoir. N'utilise pas cette morale archaïque pourrie pour menacer Harper. Vivante membre morte fantôme de cette maison. Tu surestimes beaucoup trop ta famille. Une famille où la belle-mère est une exploiteuse manipulatrice. La belle-sœur est une gamine paresseuse non éduquée. Et le mari est un perdant violent. Inutile et lâche qui se cache derrière la jupe de sa mère et utilise ses poings pour intimider les femmes. Même si cet enfer sur terre était pavé de diamants, Harper ne ferait pas un demi-pas de plus dedans. Assise sur le canapé. Le visage d'Eleanor est devenu mortellement pâle en entendant mes insultes directes. Elle était si furieuse que ses mains tremblaient violemment.
Elle a claqué sa main sur la coudoir, s'est levée en chancelant. A pointé droit sur mon visage et a sifflé entre ses dents. Espèce de petite garce. Tu oses maudire toute la famille de ton mari comme ça? As-tu perdu la tête? J'ai fermé les yeux et fait semblant de rien, ayant l'intention de te donner une issue. En te disant de t'excuser et de rester. Et tu oses humilier cette famille respectable? Preston, ferme cette porte. Si tu ne brises pas les jambes de cette garce aujourd'hui, je ne suis pas un être humain. Batte-la jusqu'à ce qu'elle apprenne ce qu'est la discipline familiale. Batte cette arrogance hors d'elle. Voyant sa mère ajouter de l'huile sur le feu, Preston est devenu encore plus agressif. Il a retroussé les manches de sa chemise habillée, se jetant vers moi. Ses yeux étaient injectés de sang comme un animal assoiffé de sang. Mais il avait à peine fait 2 pas quand j'ai froidement levé une main. Mes yeux, tranchants comme l'éclair, ont percé droit dans ses yeux injectés de sang. Tu fais un pas de plus et vois ce qui arrive. Ma voix était glaciale sans un seul tremblement de peur. Tu penses que je suis une femme faible que tu peux battre ou enfermer quand bon te semble. Dans ce sac à main se trouvent les papiers de propriété d'un pantouse de luxe valant des millions à. Mon nom. Dans cette valise est toute ma ligne de vie financière. Et dans ce téléphone est un enregistrement audio de 5 minutes et 32 secondes capturant chaque menace. De mort, chaque menace de me briser les jambes de toi et de ta mère. Avec une photo en gros plan de ma joue marquée de ton empreinte de main. Si tu oses toucher un seul cheveu sur ma tête maintenant. La police sera ici immédiatement avec des accusations d'emprisonnement illégal et d'agression. Aggravé. Veux-tu parier ton avenir pourri contre moi? En entendant les mots police et preuve audio, les pieds de Preston se sont figés en l'air. Son visage agressif s'est instantanément raidi. Ses yeux se sont écarquillés, débordant de pure panique. Il n'était pas stupide. Il travaillait dans les RH. Il savait exactement la valeur des preuves légales et les conséquences de s'en mêler avec la loi. Son comportement violent et autoritaire s'est instantanément dégonflé comme un ballon crevé. Il a lentement baissé les mains, reculant d'un demi-pas. Ses yeux regardant frénétiquement pour chercher de l'aide de sa mère. Eleanor était tout aussi stupéfaite. Sa mâchoire est tombée, ses lèvres tremblant si fort qu'elle ne pouvait former un mot. Cette famille avait l'habitude d'utiliser l'autorité patriarcale et les cris vulgaires pour écraser les femmes faibles. Il n'avait jamais croisé le chemin d'une femme hautement éduquée versée dans la loi avec un esprit défensif en béton comme le mien. Le fait que j'ai secrètement enregistré l'audio et pris des photos de mes blessures au tout second où j'avais été agressé était quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu imaginer dans leurs rêves. Les plus fous. En les voyant morts silencieux. La peur commençant à se répandre dans les yeux des personnes qui venaient juste de me menacer. Agressivement, j'ai esquissé un sourire et déclenché ma punition finale. Pour écraser complètement leur fierté bon marché, j'ai regardé droit dans le visage pâle de Preston. Parlant avec un lourd sarcasme, mes paroles frappant comme un marteau contre son ego masculin. Preston, tu as toujours battu ta poitrine, t'appelant fièrement le pourvoyeur. L'homme puissant de cette maison. Mais sais-tu à quel point cette autorité est vraiment pathétique et bon marché? Penses-tu que je ne savais pas pourquoi tu m'as épousé? Tu visais mes actifs. Tu visais mon titre de directrice pour construire une échelle pour ta carrière misérable. Tu as essayé de me persuader avec de douces paroles d'ajouter ton nom à l'acte de mon pantouse. Mais tu as échoué. C'est pourquoi toi et ta mère avez mis en scène cette pièce de pouvoir violente aujourd'hui. Essayant de me terrifier pour me soumettre, espérant que je remettrais docilement toute ma richesse. Vous n'êtes qu'une bande de voleurs habillés en costume et cachemire. J'ai fait un pas en avant, forçant Preston à reculer contre la porte. Mon souffle froid et ma présence écrasante l'empêchaient d'oser lever la tête et me regarder dans les yeux. Cette gifle. Aujourd'hui je te la rends avec toute ta carrière, ai-je dit doucement. Mais chaque mot pesait une tonne. Le projet de 5 millions de dollars avec Global Trade Corporation. Le projet sur lequel tu comptais pour devenir vice-président. Je viens d'ordonner à mon assistant de geler tout le financement. De retirer le capital immédiatement et de couper les liens indéfiniment.
Non seulement ça, mais ton nom, Preston, sera mis sur la liste noire de tout notre réseau RH corporatif. Demain, quand tu prendras ta mallette pour aller au travail, ce qui t'attend n'est pas un joli fauteuil de vice-président. C'est une lettre de licenciement pour avoir causé des millions de dollars de dommages à ton entreprise. C'est une énorme dette que tu ne pourras jamais rembourser. Et c'est le rejet absolu par tout l'écosystème corporatif. C'est le prix ultime que tu paies pour avoir osé lever la main et frapper une femme qui a tout donné pour toi. Le monde de Preston s'est entièrement effondré. Ses jambes sont devenues comme de la gelée. Incapable de tenir debout, il a dû s'agripper à la poignée de la porte pour éviter de s'effondrer. Son visage était blanc comme de la craie, des gouttes de sueur froide perlant sur son front. Il a bégayé, sa voix tremblant de pure panique et de supplication. « Harper, Harper, tu mens, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être si cruel. Ce projet est tout le travail de ma vie. Si tu retires le financement maintenant, l'entreprise me poursuivra pour dommages. J'irai en prison. Harper, je t'en supplie. Je sais que j'avais tort. J'étais stupide tout à l'heure. J'ai perdu mon tempérament. Frappe-moi, maudis-moi, mais s'il te plaît ne détruis pas ma vie comme ça. Nous sommes mari et femme. S'il te plaît, pour le bien de notre relation. » J'ai regardé l'homme grand s'accroupissant et tremblant, suppliant devant moi. Je ne ressentais pas une once de pitié dans mon cœur. Il y a à peine 5 minutes, il rugissait, menaçant de me briser les jambes quand il pensait détenir le pouvoir. Il avait choisi de me piétiner impitoyablement. Seulement quand il a tout perdu a-t-il commencé à parler du lien du mariage. Cette lâcheté me dégoûtait seulement. « Sors de mon chemin », ai-je crié, ma voix autoritaire résonnant. « Ne salis pas mes vêtements. » À partir de ce moment, moi et cette famille pourrie n'avons absolument zéro connexion. Nous nous rencontrerons au tribunal où la loi arrachera tes masques violents et frauduleux. En disant cela, j'ai forcé Preston sur le côté. Faible et stupéfait, il a trébuché et s'est écrasé contre le mur. J'ai tendu la main et ouvert décidément la porte d'entrée. La brise fraîche de fin d'après-midi est entrée, soufflant mes cheveux en arrière. Lavant l'odeur moisie fausse de cet enfer sur terre. Dans l'allée. Le SUV de luxe blanc que j'avais fait réserver soigneusement par Julien était déjà au ralenti, attendant. Le chauffeur, vêtu d'un uniforme net, est rapidement sorti et a pris la lourde valise de ma main. Eleanor a finalement sorti de son hébétude. En voyant la carrière et l'héritage de son fils écrasés par mon seul ordre, elle a paniqué, abandonnant toute sa dignité respectable. Elle s'est jetée sur la porte, saisissant mon bras, gémissant misérablement. « Harper, je t'en supplie, mon enfant. Comment peux-tu avoir le cœur de conduire la famille de ton mari à la mort comme ça? Chloé est encore jeune et folle. Preston était négligent. Tu es l'adulte. Tu es éduqué. Sois généreuse et épargne notre famille. Je promets. À partir de maintenant, je te traiterai comme une reine. Je ferai ce que tu veux. Ne pars pas. Ne retire pas le financement de l'entreprise de Preston. Je t'en supplie. » J'ai froidement arraché mon bras de la prise fausse et désespérée d'Eleanor. J'ai brossé la manche de mon tailleur comme si je venais d'être touché par des ordures sales. Je l'ai regardé avec un dégoût ultime. « Garde tes larmes de crocodile, Eleanor. Quand ton fils a giflé ta belle-fille jusqu'à ce qu'elle saigne. Pourquoi n'as-tu pas pleuré pour moi? Quand tu m'as forcé à laver 6 tables de vaisselle graisseuse? Pourquoi n'as-tu pas pensé à être généreuse? Le karma est un cycle. Il n'épargne personne. Le prix que ta famille paie aujourd'hui est exactement la récolte que toi et ton fils avez plantée. Assieds-toi et profite de la récolte. » J'ai fini de parler. J'ai tourné le dos et j'ai pris des pas fiers directement vers le SUV en attente. Je me suis glissé sur le siège arrière et j'ai claqué la porte. La vitre teintée s'est lentement remontée, bloquant complètement l'image des 3 personnes debout figées, dévastées, couvrant leur visage et pleurant misérablement près du porche avant. Ils ont appelé mon nom. Ils ont supplié.
Ils ont crié. Mais c'était trop tard. Le SUV a roulé en avant, glissant rapidement à travers les rues bruyantes d'Atlanta le soir. Je me suis appuyé sur les sièges en cuir moelleux. J'ai fermé les yeux et une seule larme chaude a roulé sur ma joue. Ce n'était pas une larme d'humiliation ou de douleur. C'était une larme de libération d'une femme qui avait personnellement brisé sa cage de prison pour reprendre sa liberté, sa fierté et son estime de soi. Ma carrière était toujours là. Mes actifs étaient en sécurité. Et le plus important, mon esprit n'avait jamais été brisé. J'ai gagné cette guerre de manière retentissante et intellectuelle. Le SUV confortable glissait à travers les routes animées de la capitale au crépuscule. À travers la vitre teintée, je regardais le flux précipité de la circulation. Sentant un soulagement incroyablement étrange s'infiltrer dans chaque cellule de mon corps. L'affection aveugle et l'endurance folle d'hier avaient été laissées définitivement derrière la lourde porte en chêne de cette maison froide et sans cœur. Maintenant mon esprit était rempli seulement de calculs froids et des étapes légales les plus tranchantes pour chercher justice pour moi-même. Ma première destination n'était pas mon entreprise, ni mon pantouse de luxe. C'était le plus grand centre de traumatologie de la ville. En sortant de la voiture, j'ai ajusté le revers de mon tailleur noir. Tenu la tête haute et suis entré dans le hall brillamment éclairé. L'odeur distincte d'antiseptique d'hôpital a frappé mon nez, mais elle ne m'a pas effrayé. Au contraire, elle a rendu mon esprit encore plus clair. Je me suis inscrite pour un service VIP de haut niveau au département de traumatologie. Quand le chef aux cheveux argentés du traumatisme est entré dans la salle d'examen, il a fait une pause en me voyant. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce qu'une femme vêtue de haute mode, dégageant l'autorité d'une PDG, porte une empreinte de main rouge enflée clairement marquée sur son visage. Je me suis assise sur la chaise, enlevant silencieusement mon masque médical, révélant complètement la blessure causée par la gifle brutale de Preston. Docteur, je suis une victime de violence domestique. J'ai parlé d'un ton égal sans une once d'apitoiement sur moi-même. J'ai besoin que vous effectuiez une évaluation médico-légale détaillée du traumatisme et que vous me délivriez un rapport médical certifié légalement. Le docteur a soupiré, ses yeux reflétant de la sympathie. Mais ses mains bougeaient avec un professionnalisme absolu. Il a tout documenté méticuleusement dans le dossier médical. Il a confirmé un traumatisme grave des tissus mous causé par une force contondante. Joint des photos en gros plan et l'a tamponné avec le sceau rouge officiel de l'hôpital. Tenant le rapport médical certifié dans ma main, j'ai esquissé un sourire. C'était le premier talisman. L'arme légale tranchante requise pour verrouiller les accusations contre cet homme violent. En quittant l'hôpital alors que la nuit tombait, j'ai dirigé le chauffeur directement vers les bureaux de Harrison & Associates. Le cabinet d'avocats corporatif le plus prestigieux et le plus cher de la ville. Harrison, mon ami proche et le conseiller juridique en chef de mon entreprise, m'attendait déjà à la porte. En me voyant entrer avec un visage battu, son expression s'est assombrie. Ses épais sourcils se fronçant. « Harper, que s'est-il passé? Qui a eu le culot de te toucher ?» a-t-il demandé d'une voix profonde, réprimant sa rage. Je me suis calmement assise sur le fauteuil en cuir véritable dans son hall, acceptant un verre d'eau tiède de sa secrétaire. J'ai pris une petite gorgée, puis j'ai ouvert mon sac de designer, sortant les articles préparés un par un et les plaçant sur la table en verre. Le rapport médical de l'hôpital avec le sceau rouge. Le téléphone contenant le fichier audio de 5 minutes et 32 secondes. Les photos en gros plan de mon visage enflé prises juste après l'agression. Et enfin l'acte du pantouse de Midtown à mon nom. Ainsi que tous les documents prouvant mes actifs prémaritaux. Harrison, je viens juste de mettre fin à mon mariage exactement le 2e jour après le mariage. Ai-je dit, mon ton léger comme si je discutais d'un projet d'investissement raté. J'ai besoin que tu me représentes et que tu déposes une demande de divorce unilatéral immédiat. En même temps, prépare une poursuite contre Preston pour agression aggravée et détresse émotionnelle grave. Je veux que tu soumettes toutes ces preuves en béton directement à la Cour supérieure et au bureau du procureur.
Pas de médiation, pas de règlement. Je veux qu'il paie le prix maximum selon la loi. Harrison a silencieusement pris mon téléphone et appuyé sur play sur le fichier audio dans le bureau. Calme. La voix arrogante d'Eleanor. Les menaces violentes de Preston et le rire répugnant de Chloé ont résonné clairement dans la pièce. Quand l'enregistrement s'est terminé, Harrison a posé le téléphone. Un éclat d'admiration mélangé à une intention létale a brillé dans ses yeux. Tu as exécuté ça brillamment, Harper. Harrison a hoché la tête en signe de louange. Gardant la tête froide pour rassembler des preuves au moment même où tu étais abusé à l'extrême. Toutes les femmes ne peuvent pas faire ça. Avec cette preuve indéniable, plus le rapport médical. Je te garantis que Preston ne repartira pas seulement avec absolument rien dans ce divorce. Mais qu'il fera aussi face à du temps en prison ou au minimum à un casier judiciaire permanent qui détruira sa réputation pour toujours. Je me suis appuyé dans le fauteuil, joignant mes doigts, dégageant l'aura d'une vraie puissance. Ce n'est que la frappe légale, Harrison. J'ai esquissé un sourire, un demi-sourire dangereux. Le vrai coup fatal est sur le front financier. Cet après-midi, j'ai ordonné à Julian de retirer 5 millions de dollars de capital de Global Trade Corporation. En coupant entièrement le projet que Preston garantissait. Simultanément. J'ai émis un décret pour mettre sa carrière entière sur liste noire à travers l'industrie des RH. Harrison, je veux que demain quand mes papiers de divorce seront livrés à sa maison, ce soit le moment exact où tout son monde s'effondre. Cette nuit-là, je suis retourné à mon penthouse de luxe. L'espace massif, sentant légèrement l'huile essentielle de lavande familière, m'a embrassé. Pas de malédiction, pas d'odeur de graisse, pas de visage faux avide d'argent. J'ai trempé dans un bain chaud, laissant les bulles laver toute la saleté des 2 jours passés dans cette maison infernale. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai choisi un tailleur rouge cramoisi puissant. Appliqué une couche nette de rouge à lèvres classique rouge et je suis entré avec confiance dans le siège social de l'entreprise. Au moment où je me suis assise dans mon fauteuil exécutif moelleux, Julian a frappé et est entré, portant un dossier épais et un sourire entendu. Patronne, l'opération Phoenix Fire a été exécutée impeccablement. Julian a rapporté fièrement ce matin. Dès que les banques ont ouvert, l'ordre de retrait de capital est passé. Le système de liquidité de Global Trade Corp s'est instantanément paralysé. Les sous-traitants qui n'ont pas reçu leurs avances se sont précipités au siège pour protester pour le paiement. Leur conseil d'administration est dans un état de pure panique. Ils ont fait exploser mon téléphone, suppliant que nous reconsidérions. Mais j'ai fermé tous les canaux de communication exactement comme vous l'avez ordonné. J'ai hoché la tête en signe de satisfaction, feuilletant quelques pages du rapport. Excellent. Et pour Preston? Mets-moi à jour sur ce perdant violent. Julian a éclairci sa gorge, essayant de ne pas rire. Patronne, selon des sources de leur département RH. Preston s'est présenté au travail ce matin l'air net, s'attendant pleinement à recevoir sa promotion de VP. Mais dès qu'il a franchi le hall, la sécurité l'a bloqué. Le PDG de Global Trade Corp est descendu en trombe du 15e étage. A pointé droit sur son visage et lui a crié devant des centaines d'employés. Il a hurlé que à cause de la pure stupidité de Preston, l'entreprise avait perdu son plus grand partenaire stratégique et subi des millions en dommages. Preston a été licencié sur place avec absolument 0 indemnité. De plus, Global Trade Corp se prépare à le poursuivre en justice commerciale, le forçant à payer des dommages pour la rupture de contrat causée par sa négligence personnelle. En entendant cela, un frisson de vindication a parcouru ma colonne vertébrale. C'est la conséquence inévitable pour ceux qui osent utiliser leurs mains sales pour frapper la femme qui a élevé leur vie. Ils pensaient qu'ils pouvaient marcher sur mon cou pour drainer mon argent. Mais ils ne savaient pas que c'était moi qui tenais le pouvoir de vie et de mort. Et patronne, ça ne s'arrête pas là. Julian a continué la mise à jour dramatique. La notification de liste noire a été diffusée à travers les réseaux RH de la ville. Ce matin,
Les banques finançant son prêt automobile ont eu vent de la situation. Elles ont immédiatement appelé pour exiger un remboursement anticipé parce qu'elles l'ont signalé comme un client insolvable à risque de graves ennuis légaux. Je parie que maintenant leur foyer respectable est dans un chaos absolu. Ils sont définitivement en train de pleurer toutes les larmes de leur corps, réalisant que leur monde fantastique a été complètement oblitéré du jour au lendemain. Tout s'est déroulé exactement comme un script parfait où j'étais à la fois l'auteur et la réalisatrice. Je me suis lentement levé. Je suis allé vers les fenêtres du sol au plafond de mon bureau au 30e étage et j'ai regardé en bas. Le trafic minuscule comme des fourmis. J'ai pensé à l'image d'Eleanor hurlant sauvagement. De Chloé paniquant parce qu'elle n'avait plus d'argent pour financer ses fêtes extravagantes. Et de Preston, brisé, noyé dans les dettes, sa réputation détruite sans nulle part où se cacher. Sa gifle d'hier. Je l'ai rendue aujourd'hui avec un coup de foudre qui a brisé tout son empire. Contre-attaquer avec l'intellect et la loi est toujours l'arme la plus froide et la plus brutale. Elle ne tire pas de sang, ne nécessite pas de cris, mais elle coupe chaque ligne de vie de l'ennemi. J'ai légèrement souri. Un sourire radieux et libre. Cet après-midi, Harrison déposerait officiellement la demande de divorce et les plaintes criminelles au tribunal. Les jours à venir d'audience judiciaire seraient un enfer prolongé pour la famille Preston. Et moi, Harper, je me tiendrais tout en haut, les bras croisés. Les regardant payer le prix pour chacun de leurs sales erreurs. 2 mois ont passé depuis ce jour fatidique. L'audience préliminaire pour mon divorce et ma poursuite civile a officiellement eu lieu à la Cour supérieure d'Atlanta. Aujourd'hui, le soleil d'automne brillait magnifiquement. Une brise douce d'automne faisait bruisser les feuilles dans la cour. Je suis sorti de ma voiture de luxe portant un tailleur blanc immaculé symbolisant la pureté et un tout nouveau début radieux. Marchant à mes côtés était Harrison dégageant une autorité professionnelle et Julian portant une mallette en cuir remplie de preuves décisives. J'ai tenu la tête haute en prenant des pas confiants. Mes talons cliquaient contre le pavé produisant des sons solides qui attiraient les regards de tout le monde dans le hall d'attente. Dans un coin de la cour, les 3 membres de la famille Preston venaient juste de sortir d'une voiture de covoiturage bon marché, un contraste frappant avec mon pouvoir et mon luxe. Leur apparence était si pathétique que personne ne pouvait reconnaître la famille qui se vantait autrefois de son héritage traditionnel et respectable. Preston avait perdu une quantité choquante de poids. Son visage était émacié, sa barbe négligée. Ses yeux enfoncés et injectés de sang à cause d'innombrables nuits sans sommeil. La chemise habillée qu'il portait était froissée et décolorée. Sa cravate lâche tout comme sa vie, qui était en chute libre rapide. Depuis qu'il avait été licencié et mis sur liste noire de l'industrie des RH, Preston ne pouvait trouver un seul emploi. L'énorme dette de son ancienne entreprise le poursuivant l'avait transformé d'un homme arrogant. Un débiteur misérable, passant ses journées à se cacher des appels de recouvrement des banques. Eleanor semblait encore pire. Disparut la belle-mère en cachemire bordeaux, drapée de lourds colliers en or. Prêchant la morale et les valeurs familiales. Aujourd'hui, elle portait des vêtements sombres usés. Ses cheveux avaient tourné plus de la moitié gris à cause du stress. Elle marchait avec une claudication sévère, devant s'appuyer lourdement sur le bras de Chloé. Chloé, la belle-sœur qui avait l'habitude de battre des lèvres en critiquant ma cuisine et ma paresse, avait maintenant un visage pâle sans une goutte de maquillage. Ses yeux regardaient autour avec peur. Leurs attitudes arrogantes et autoritaires avaient été écrasées en poussière par la dure réalité. En me voyant approcher, les yeux d'Eleanor se sont soudain illuminés d'un espoir fragile mais désespéré. Elle a rapidement lâché Chloé, trébuchant vers moi. Ses jambes tremblant si fort qu'elle a presque trébuché. Harper. Oh, Harper. A-t-elle gémi, sa voix rauque et incroyablement pathétique. Je t'en supplie, aie pitié et épargne notre famille. Ces 2 derniers mois ont été pires que la mort. Preston est au chômage. Des gens viennent à notre porte crier pour le recouvrement de dettes tous les jours. J'ai dû hypothéquer la maison que son grand-père nous a laissée juste pour payer les intérêts.
Et Chloé a dû abandonner ses cours et laver la vaisselle dans un dîner juste pour acheter des courses. Nous savons que nous avions tort. J'avais tort. Dis à ton avocat de retirer la poursuite. Je t'en supplie. Elle a parlé et s'est préparée à s'agenouiller droit au milieu de la cour bondée pour Armema. Pitié. Mais Julien s'est rapidement avancé, tendant le bras pour la bloquer. Maintenant une distance sûre pour moi. Je suis resté à regarder Éléanore avec un regard plat et froid comme un lac d'hiver. Je n'ai pas esquissé de sourire, ni agi en colère. Ils n'étaient que des étrangers. Ils ne valaient même pas mon souci. Éléanore, ai-je parlé uniformément, articulant clairement. C'est un tribunal, un endroit de loi et de dignité. Pas ta terrasse arrière pour mettre en scène un drame de belle-mère souffrante. Pourquoi me parles-tu de la misère de ta famille? Quand ton fils m'a giflé jusqu'à ce que ma lèvre saigne. Quand tu as pointé sur mon visage et m'as forcé à m'agenouiller et à m'excuser. As-tu pensé au mot pitié? Quand ta fille riait et m'ordonnait de laver la vaisselle graisseuse. As-tu pensé au jour où elle devrait laver la vaisselle pour un salaire minimum? Tout ce que ta famille endure, les gens appellent ça le karma. On récolte ce qu'on sème. Tu n'as pas besoin de pleurer et de blâmer quiconque. Blâme la cupidité et la cruauté de ta propre famille. En entendant mes paroles d'acier, Éléanore a sangloté de façon incontrôlable. Enfouissant sa tête dans l'épaule de Chloé. Mère et fille se sont tenues l'une l'autre en pleurant au milieu de la cour. Preston est resté debout de loin, témoin de l'humiliation de sa mère et de sa sœur. Ses mains serrées en poing, mais il n'osait pas faire un seul pas en avant. Son autorité patriarcale avait été entièrement démolie. Il a baissé la tête, tourné le dos et est parti, traînant une longue ombre misérable sur le béton. Le procès a officiellement commencé. L'atmosphère dans la salle d'audience était incroyablement tendue et solennelle. Le juge-président était un homme d'âge moyen sévère, feuilletant la pile de documents page par page. Après avoir complété les procédures légales initiales, Harrison s'est formellement levé pour présenter l'acte d'accusation et les demandes au nom de la plaignante-moi. Avec une voix profonde, résonnante et en béton, Harrison a présenté les preuves une par une. Le rapport médical avec le sceau rouge de l'hôpital. Les photos claires de l'empreinte de 5 doigts sur mon visage enflé. Et le climax du procès était quand l'enregistrement audio de 5 minutes et 32 secondes a été diffusé. Sur les haut-parleurs de la salle d'audience. Les exigences autoritaires d'Éléanore. Les menaces violentes de Preston et le rire méprisable de Chloé ont résonné clairement dans la pièce. L'espace semblait se figer. Tous les présents dans la salle d'audience, du jury au public, ont dirigé des regards d'outrage absolu et de dégoût vers la table de la défense. Les visages des 3 Preston ont été vidés de tout sang. Ils ont enfoui leur tête dans leurs mains, posées sur la table. Si humiliés et honteux qu'ils voulaient juste que le sol s'ouvre et les avale. Les excuses mensongères de leur avocat de la défense sont devenues complètement impuissantes contre cette preuve en béton irréfutable. Finalement, le juge a claqué son maillet en bois. Le son résonnant décisivement tandis qu'il délivrait la décision finale. La Cour a immédiatement accordé ma demande de divorce unilatéral, mettant fin au mariage ridicule qui avait duré à peine 2 jours. Non seulement Preston n'a pas reçu un seul cent de mon pantouse de luxe, mais le juge a aussi condamné au maximum pour violence domestique, lui ordonnant de payer des dommages pour détresse émotionnelle et mes factures médicales. Même si cette compensation d'argent était une goutte dans l'océan pour moi. Elle avait un poids symbolique massif, c'était un verdict public. Le giflant droit sur son visage respectable faux. De plus, sa condamnation pour violence domestique resterait de façon permanente sur son casier judiciaire, lui arrachant pour toujours toute chance pour un homme qui bat les femmes de se relever dans la société. Le procès s'est terminé. Je suis sorti de la salle d'audience, prenant une profonde inspiration d'air frais et libre. La frustration et la suppression des mois passés ont été complètement libérées. Je me sentais aussi légère qu'un aigle qui venait juste de secouer une cage en fer rouillé, étendant ses ailes pour s'envoler dans le vaste ciel. Juste au moment où je descendais les escaliers avant du tribunal,
Preston s'est soudain jeté vers moi. Julian s'est déplacé pour le bloquer, mais j'ai levé la main pour lui signaler d'arrêter. Je suis restée silencieuse, voulant affronter ce perdant une dernière fois pour voir à quel point il était vraiment devenu pathétique. Preston s'est arrêté devant moi, ses jambes ont soudain cédé. Et il s'est effondré avec un bruit sourd. L'homme qui s'appelait fièrement le pourvoyeur, qui revendiquait audacieusement qu'il disciplinerait sa femme avec ses poings, était maintenant agenouillé au bout de mes talons aiguilles, joignant les mains, suppliant dans une humiliation absolue. « Harper, je m'excuse 1000 fois. » Preston a gémi, les larmes et la morve étalant son visage creux. « J'ai tout perdu, Harper. Je n'ai plus rien. Dette massive. La banque est sur le point de saisir ma maison. Ma réputation est détruite. Je sais que je suis un homme terrible. J'étais stupide. J'étais cupide. Je t'en supplie. Tu es une PDG. Tu as de l'argent et du pouvoir. Dis juste un mot pour que Global Trade Corp abandonne leur poursuite contre moi. Sinon j'irai en prison. Si tu m'épargnes juste. Je travaillerai volontiers comme un cheval ou un chien pour te servir pour le reste de ma vie. S'il te plaît, aie pitié d'un homme désespéré comme moi. Je suis resté sur la marche au-dessus de lui, le regardant de haut s'agenouiller à mes pieds. Mes yeux ne contenaient pas une seule ride d'émotion. Une vague d'amertume a traversé mon esprit. Donc l'essence du patriarcat et de l'arrogance était construite sur une telle fondation de lâcheté et de faiblesse pathétique. Face à un vrai pouvoir, ils sont prêts à jeter toute fierté, à s'agenouiller pour lécher les bottes de la personne qu'ils piétinaient autrefois. Preston, ai-je parlé doucement, le son froid résonnant dans l'espace vide. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller ici et de salir mes yeux. Tout le monde doit prendre la responsabilité de ses actions dans cette vie. Le moment où tu as levé la main pour me gifler, tu as personnellement signé l'arrêt de mort pour ta propre vie. Je ne te pousse pas à la mort. C'est ta propre cupidité, ton ego patriarcal et la stupidité de ta famille qui t'ont traîné dans l'abîme. Va supplier la loi. Va supplier les gens que tu as entraînés avec toi. Mais ne me supplie pas. Harper peut pardonner ceux qui font des erreurs honnêtes. Mais je ne dispenserai absolument jamais de pitié à des monstres cruels et ingrats. En disant cela, j'ai tourné décisivement et je suis parti, ne me donnant pas la peine de regarder en arrière ne serait-ce qu'une fois. Derrière moi, les lamentations agonisantes de regret de Preston et les cris misérables d'Eleanor et de Chloé résonnaient pitoyablement, se fondant dans le bruit des rues de la ville. Je suis entré dans la voiture de luxe m'attendant avec une porte ouverte. La porte de la voiture s'est fermée, laissant derrière un passé sombre. Laissant derrière des personnes toxiques se tordant pour payer le prix du karma. La voiture a roulé en avant, se fondant dans la circulation bondée de la ville changeante. J'ai regardé mon reflet dans la vitre teintée, voyant une Harper plus audacieuse, plus forte et plus fière que jamais. Ma carrière m'attendait devant. Des projets de plusieurs millions de dollars avaient besoin de mes décisions. J'ai souri. Le sourire d'une victorieuse, d'une femme qui avait utilisé son intellect, son courage et sa fierté pour briser des traditions toxiques dépassées, affirmant sa vraie valeur dans ce monde. Chers spectateurs et amis, l'histoire de la contre-attaque intellectuelle de Harper se termine ici aujourd'hui. À travers cette histoire, nous réalisons que le respect de soi et l'intelligence sont les boucliers les plus forts qu'une femme est pour se protéger contre les tempêtes de la vie. Êtes-vous satisfait de la fin pour la famille de Preston? Veuillez laisser un commentaire partageant vos réflexions ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à Life Stories Network et de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne dans l'apport de plus d'histoires significatives. Souhaitant à notre public une santé abondante, la paix et le bonheur.